Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'une guerre entre deux marques de sport que vous connaissez tous, Adidas et Puma. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces deux enseignes sont de la même famille, les Dassler. La Gebrüder Dassler Schuhfabrik, la fabrique de chaussures des frères Dassler, est née après la fin de la Première Guerre mondiale, dans une Allemagne dévastée, ruinée. C'est dans ce contexte que les frères Adolf et Rudolf Dassler vont fabriquer des chaussures pour l'athlétisme, le foot et tant d'autres sports. Dès les JO de Berlin en 1936, le succès est au rendez-vous. En 1949, après un conflit qui les oppose, chacun installe son usine de chaque côté de la Aurach, la rivière qui traverse leur petite ville natale de Bavière, Herzogenaurach. Adi, autrement dit Adolf, crée Adidas, et pour Rudolf, ce sera Puma. S'ensuit alors une guerre sans merci sur les terrains de sport, une rivalité qui se transmet à leur fils et qui nourrit l'innovation et le développement du sport business. Des JO de 36 à Berlin, jusqu'à la Coupe du Monde de football en 1990 en Italie, retour sur une rivalité entre deux marques qui s'est manifestée sur les stades du monde entier. Notre invité aujourd'hui est François Thomazeau, journaliste et écrivain, auteur d'une histoire secrète du sport, publiée en 2019 aux éditions La Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Morat, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. 1er août 1936, stade olympique de Berlin, 100 000 spectateurs observent les jeunesses hitlériennes défiler au son de la marche d'hommage de Richard Wagner. Lorsqu'Hitler pénètre dans l'enceinte, il est accueilli par les milliers de saluts nazis. Il ouvre alors les Jeux de Berlin. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Attribués à l'Allemagne avant l'arrivée des nazis au pouvoir, ces JO sont utilisés par Hitler pour faire la propagande du régime. On connaît tous cette réalité. Or, la star de ces Olympiades n'est pas allemande, elle est américaine. C'est Jesse Owens. Il a 23 ans. Afro-américain originaire d'Alabama, il est petit-fils d'esclaves et subit la ségrégation raciale encore en vigueur aux États-Unis. Lorsqu'il s'élance sur la piste du 100 mètres, le 3 août 1936, Owens impressionne. Il devance tous ses adversaires. Parmi eux, un homme regarde la course avec une certaine émotion, car le sprinter américain, héros de ces JO aux grandes dames des nazis, pensait donc à un noir. Eh bien, cet homme porte l'une des créations du spectateur ému, des pointes d'athlétisme. Ce créateur, c'est Adolf Dassler, qui a réussi à convaincre Owens de porter ses chaussures. Un modèle sans signe distinctif. On est encore loin des 3 bandes Adidas. Et chausser Owens, c'était le bon choix, car l'Américain enchaîne les médailles. Avec une 4e médaille d'or au relais 4 x 100 mètres, Owens entre au panthéon des JO. L'Allemagne nazie termine quand même premier au classement des médailles, et c'est une grande victoire pour l'une de ces petites entreprises, la Gebrüder Dassler Schuhfabrik, l'usine de chaussures des frères Dassler. En vérité, tout commence 16 ans plus tôt, en 1920. L'Allemagne sort défaite de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles et ses sanctions économiques rendent le pays exsangue, ruiné. Les Allemands sont écrasés par l'inflation, ils vivent dans la misère. Dans une petite ville du nord de la Bavière, Herzogenaurach, le jeune Adolf Dassler parcourt la campagne à la recherche de matériel militaire abandonné. Casques, sacs à dos, uniformes, afin de les réutiliser pour en faire des chaussures. Pour créer ses collections, il s'installe dans l'ancienne blanchisserie de sa mère. Passionné par le sport, il développe donc des pointes d'athlétisme avec des clous forgés chez le père d'un ami.
Le bricolage et la débrouille laissent vite place à une entreprise familiale qu'il fonde avec son frère aîné Rudolf, beaucoup plus extraverti. Adi sera le génie créateur, Rudi le vendeur-ouailleur. Un duo complémentaire qui profite du développement du sport au milieu des années 20. L'entraîneur de l'équipe allemande d'athlétisme vient d'ailleurs en personne visiter les nouveaux locaux de la fabrique Dassler pour chausser ses athlètes. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir. Les frères Dassler, comme de nombreux Allemands, adhèrent au parti nazi. Et le chef sait que le sport peut être un bon moyen d'endoctriner la jeunesse. D'ailleurs, dans Mein Kampf, en 1924, il écrit « Donner à la nation 6 millions de corps impeccablement entraînés, tous imprégnés d'un patriotisme fanatique et animés de l'esprit combattant le plus fervent. Si nécessaire, en moins de 2 ans, l'État national les transformera en une armée. » La suite, nous l'avons évoqué au début de ce récit, les JO de Berlin et les 4 médailles d'or de Jesse Owens avec des chaussures Dassler aux pieds. Une vraie publicité pour la marque qui voit immédiatement ses commandes augmenter. Mais déjà, toute la famille Dassler qui vit sous le même toit avec la mère et les épouses traverse des moments de tension. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui exacerbe la rivalité entre les deux frères. En janvier 1943, quand Hitler déclare la mobilisation générale, c'est Rudolf qui est envoyé en Pologne. Mais pourquoi lui et pas Adolf ? Cette question l'obsède. Il supporte mal que son cadet soit exempté de l'armée car jugé indispensable au bon fonctionnement de l'usine. Rudolf bénéficie d'une affectation dans un bureau loin des combats, mais il développe du ressentiment envers son frère, resté en Bavière, lui. Et il est persuadé que c'est lui, justement, qui est responsable de son incorporation dans l'armée. Il lui écrit. Je n'hésiterai pas à demander la fermeture de l'usine. Ainsi, tu seras bien obligé de prendre une occupation qui te permettra de jouer au chef et, de par tes qualités de grand sportif, de tenir une arme. Le conflit entre les deux frères se poursuit après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chacun s'accuse mutuellement de collaboration avec le régime nazi et chacun accuse l'autre de l'avoir dénoncé pour prendre seul le contrôle de l'usine. Alors que Rudolf est enfermé dans un camp de prisonniers contrôlé par les soldats américains, Adolf, lui, doit passer devant une commission de dénazification, ou une procédure courante pour un homme qui a dirigé une usine pendant la guerre. Dans cet extrait du documentaire Dassler contre Dassler, Adidas contre Puma, produit par BO Travail et réalisé par Martine Delumeau, Helga Lang, ancienne secrétaire d'Adolf Dassler, explique comment son patron a réussi à prouver qu'il n'avait pas activement collaboré avec les nazis. Il est prouvé que le chef, Adolf Dassler, pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, a soutenu des personnes et des familles, quelles que soient leurs opinions politiques, et ce, malgré le danger que cela pouvait représenter. Ces faits et les déclarations des témoins de l'époque ont permis d'accélérer le processus de sa dénazification. Après plusieurs condamnations et appels, Adolf Dassler est finalement classifié comme Mitläufer, autrement dit attentiste, comme des millions d'Allemands devenus membres du parti, sans pour avoir activement contribué au régime nazi. Des suiveurs, tant il était moins dangereux sous ce régime criminel d'adhérer au parti. Alors, Adolf peut reprendre ses activités, tout comme Rudolf, qui a été libéré de son camp de prisonniers sans avoir été jugé. Bien. Mais les rancœurs de la guerre sont trop fortes pour les deux frères. Et c'est la séparation. Tout le monde doit donc choisir son camp, Adolf ou Rudolf. La mère part avec le second s'installer de l'autre côté de la rivière à Orach. La sœur, elle, choisit Adolf. Quant aux salariés de l'usine de chaussures, ouvriers comme techniciens ou cadres, ils restent avec Adolf, le créateur. Les vendeurs, eux, partent chez Rudolf, le commercial. Et c'en est terminé de la Gebrüder Dassler Schuhfabrik. C'est à ce moment-là qu'Adolf crée Adidas, contraction d'Adi et de Dassler. Pour Rudolf, c'est le même principe, ce sera Ruda pour Rudi Dassler. Mais, jugeant le nom pas très vendeur, il opte vite pour son surnom de jeunesse, Puma. JO de 1952, Helsinki.
16 ans après les Jeux de Berlin et les 4 médailles de Jesse Owens, Adi Dassler a la fierté de chausser une autre légende de l'athlétisme, Emil Zatopek. Lors de ces Olympiades, la locomotive tchèque réalise un triplé historique. 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon, avec des Adidas aux pieds, des chaussures qui courent vite. C'est à cette époque qu'Adolphe va permettre à tout le monde de reconnaître instantanément sa marque, les fameuses 3 bandes sur chaque côté. Côté Puma, on peut se réjouir d'avoir une longueur d'avance sur un autre terrain, celui du foot. Les joueurs de l'équipe allemande portent les Pumas, mais Rudolf Dassler va se brouiller avec le sélectionneur Sepp Herberger. Une histoire de gros sous. L'entraîneur allemand demande en effet 1000 marks par mois pour que la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, continue à porter les chaussures Puma. Rudolf refuse. Le soir, il annonce la nouvelle à ses employés. Georg Etzler, un ancien salarié de Puma, présent lors de cette réunion, raconte des années plus tard. Le soir, lors d'une réunion, le chef nous a raconté ça. Il nous a dit « Je crois bien que j'ai fait une erreur. J'ai mis M. Sepp Herberger dehors. Il était trop insolent. Et du coup, Sepp Herberger est allé tout de suite voir l'autre frère, Adi. Et Adi l'a reçu à bras ouverts. Et ça a été une énorme erreur de la part de notre chef. » Ravir l'équipe d'Allemagne à son frère, c'est inespéré pour Adolphe. De plus, une grande échéance arrive, la Coupe du Monde 1954 en Suisse. Alors, l'aîné des Dassler suit les joueurs dans tous les matchs de préparation avec sa caisse à outils. Car il a inventé un modèle de chaussure avec des crampons vissés. Il peut ainsi ajuster la longueur en fonction du terrain. S'il est sec, crampon court, s'il est humide, crampon long. Quand l'équipe d'Allemagne débarque en Suisse, elle est loin d'être favorite. En phase de poule, la RFA se fait atomiser 8-3 par les ultra favoris du tournoi, les Hongrois magiques et talentueux de Puskás et de Kocsis. L'Allemagne parvient tout de même à se hisser en finale pour affronter de nouveau la Hongrie. 4 juillet 1954, Berne, jour de finale. Sur la terrasse de l'hôtel du Belvédère, le sélectionneur Sepp Herberger et Adolf Dassler scrutent le ciel. Pas un nuage en vue. Mauvaise nouvelle. Parce que les deux hommes savent que l'une des seules chances de battre les invincibles hongrois, c'est la météo. Le capitaine de l'équipe, Fritz Walter, aime bien les terrains lourds. Mais surtout, les Allemands ont l'avantage d'avoir des chaussures légères et des crampons. Dès le début du match, les Hongrois, invaincus depuis 4 ans et grands favoris, mènent rapidement 2-0. Les Allemands réagissent et parviennent à recoller au score, 2 partout à la mi-temps. La pluie battante rend alors le terrain lourd, très lourd. Ferenc Puskás et ses coéquipiers n'arrivent pas à développer leur beau jeu en seconde mi-temps, d'autant que les Allemands jouent dur, sans talent. Lourdeaux et brutaux, mais avantagés par leurs chaussures Adidas légères avec des crampons, ils l'emportent et décrochent leur premier titre mondial. Il n'y a plus que 6 minutes à jouer. Schäfer sert Rahn qui dribble et marquera du pied gauche le but de la victoire. Allemagne 3, Hongrie 2. L'Allemagne est champion du monde de football. Les joueurs manifestent leur joie, tandis que les Hongrois perdent avec sportivité et dignité. Puis l'équipe d'Allemagne va chercher la Coupe mondiale, témoin de son merveilleux succès. Le sélectionneur Sepp Herberger est porté en triomphe par ses joueurs et il invite Adolf Dassler à poser sur la photo de la victoire. Pour toute la RFA qui se remet de la Seconde Guerre mondiale, c'est une renaissance. Oui, un triomphe inespéré, surnommé d'ailleurs le miracle de Berne. Et pour Adidas, que rêver de mieux? Voilà la marque associée au redressement du pays. Rien que ça. Überglücklich fallen sich die Spieler in die Arme. Aus der Hand von Jules Rimet erhält Fritz Walter die goldene Trophäe. À Herzogenaurach, on se réjouit de cette victoire allemande. Mais cher Rudolf Dassler, c'est le ressentiment qui domine. Les joueurs auraient dû gagner cette Coupe du Monde avec des Pumas aux pieds, pas des Adidas. Et ce n'est pas fini. Les JO de Melbourne en 1956 mettent de nouveau en scène la rivalité entre les deux marques. Mais cette fois,
Ce ne sont plus Adolphe et Rudolf à la manœuvre, mais leurs fils respectifs, Horst et Armin. Ils sont jeunes et ambitieux, parfois tordus. Leur objectif ? Que le plus grand nombre de médaillés portent leurs chaussures. C'est le début du marketing sportif et du billard à 3 bandes, si je puis dire. Tous les coups sont permis. Horst parvient à bloquer la marchandise Puma en graissant la patte des douaniers. Et il distribue les chaussures Adidas gratuitement à tous les athlètes dans un magasin de Melbourne. Et c'est un nouveau succès pour la marque Adidas, 62 médaillés olympiques la portent. Fort de ce succès, l'ambitieux Horst Dassler, qui a des relations mouvementées avec sa famille, est envoyé en Alsace, à Dietwiller, pour fonder Adidas France. De l'autre côté du Rhin, il y a des anciennes fabriques à reprendre et une main-d'œuvre bon marché. En Bavière, la ville d'Herzogenaurach est plus que jamais coupée en deux. Frank Dassler, petit-fils de Rudolf, et donc fils d'Armin, décrit l'ambiance de l'époque. Quand nous étions petits, nous n'avions pas de contact avec l'autre partie de la famille. Toute la ville d'Herzogenaurach était divisée en deux. Il y avait un boucher Puma et un boucher Adidas. Les gens ne se regardaient pas, ne se parlaient pas. Du coup, lorsque j'étais enfant, cette autre famille n'existait quasiment pas. Beatles ou Rolling Stones, Arthur Camus, Anctillo Polydor, à Herzogenaurach, c'est la même chose. Il faut choisir. Version chaussures. Pour aller à l'école, les enfants empruntent le bus Puma ou le bus Adidas. Jamais les deux. Dans la rue, avant de parler à quelqu'un, on regarde ses chaussures pour voir à quel camp il appartient. Les mariages entre les deux clans sont interdits. Et on ne s'assoit pas à la même table dans les auberges ou les bars de la ville. Mais surtout, la rivalité se joue sur le terrain de foot, lors du derby entre les équipes Puma et Adidas. Au JO de 1960, Puma prend une revanche sur Adidas. Le champion olympique du 100 mètres, Armin Harry, est allemand. À ses pieds, des pointes Puma. Et une victoire sur l'ennemi juré, Adidas. Mais quelle n'est pas la surprise du clan Puma quand l'athlète allemand débarque sur le podium avec des chaussures Adidas. Oui, Armin Harry les aurait enfilées parce qu'il les trouvait plus confortables que les pointes pour la cérémonie des médailles. Mais la version qui s'est imposée avec le temps, même si le sprinter la nie encore, c'est qu'il s'est prêté à un double jeu. Il se trouve qu'Adidas et Puma lui ont versé une somme d'argent pour qu'il porte leurs chaussures. L'athlète a empoché les 2 liasses de billets et a effectivement porté les 2 paires, mais pas au même moment. Cette histoire d'argent, de podium et de chaussures, n'est que la première d'une longue série. Au JO de Mexico en 1968, l'un des plus célèbres podiums de l'histoire olympique aura aussi son histoire de chaussures. « 1968, le monde entier est en révolte. Mai 68 à Paris, printemps de Prague, manifestations contre la guerre du Vietnam, aux États-Unis, au Japon, en Italie, la jeunesse se rebelle. À Mexico, c'est beaucoup plus grave. 10 jours avant l'ouverture des JO, la police massacre les étudiants qui manifestent. On parle de centaines de morts. Cela n'empêche pas les Olympiades de se dérouler. Sur place, et comme d'habitude, Horst et Armin Dassler se livrent une guerre pour chausser les athlètes en Adidas ou en Puma. Mais, comme souvent, Adidas a un coup d'avance. En prévision des JO, la marque rachète quelques années plus tôt une société qui lui permet d'importer des chaussures en toute légalité. Horst fait donc savoir aux douaniers que Puma n'a pas le droit d'importer des chaussures. Et ça fonctionne. 12 ans après Melbourne, il refait le même coup du blocage des marchandises. Armin parvient tout de même à sortir des chaussures du port, non sans régler une forte taxe pour chaque paire. Ensuite, il faut payer les athlètes pour les porter. La pratique est illégale, ces sportifs-là sont censés être des amateurs. Mais pour chacun d'entre eux, il y a un prix, une valeur marchande. Pour un sprinter, c'est 20 000 marks. Pour un marathonien, c'est 5 000. Les JO de Mexico sont les premiers à être diffusés en Mondiovision. Une occasion en or pour faire connaître encore plus les marques. Puma a réussi à mettre dans son camp 2 sprinters américains qui vont faire parler d'eux, Tony Smith et John Carlos. 15 octobre 68, stade olympique de Mexico, finale du 200 mètres hommes. Les 80 000 spectateurs gardent le silence. Et le pistolet donne le départ. Tony Smith termine premier, John Carlos troisième, avec des Pumas au pied.
Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais c'est au moment de la cérémonie des médailles que les deux sprinteurs afro-américains vont frapper les esprits de 400 millions de téléspectateurs. Premier et champion olympique, Tommy Smith, États-Unis, 19 secondes 8 dixièmes. Et il débarque en chaussette noire, symbole de pauvreté des Afro-Américains, la main gantée de noir comme les Black Panthers, et il lève le poing sur l'hymne américain. Un geste pour l'éternité, une image devenue iconique. Quant à la chaussure Puma, il la dépose sur le podium. La marque devient associée à la lutte pour les droits civiques, par ici la bonne affaire. Bien que Jorge Dassler, petit-fils de Rudolf et fils d'Armin, explique les répercussions de ce geste pour Puma. À première vue, tu pourrais croire que ça te fait de la publicité, parce que la chaussure Puma, avec ses bandes, était très présente sur le podium. Et ça n'arrive jamais de voir une chaussure seule de manière aussi apparente. En Allemagne, ça a fait un bon coup de pub, mais pas aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, le mouvement Black Panther n'était pas vraiment ami avec le gouvernement, si je peux dire. Toute cette histoire ne présentait pas d'avantage pour le marché américain. Pour Adidas également, les JO sont un succès. Horst Dassler, le fils d'Adolphe, s'impose avec sa filière française. Aux grandes dames de son père, il décide de se lancer dans le textile. Et pour répondre à la demande du marché américain, il ouvre des usines en Hongrie et en Tchécoslovaquie. C'est à cette époque que deux modèles emblématiques d'Adidas sortent des usines. La célèbre chaussure de tennis Stan Smith, du nom d'un joueur américain, et la Superstar, la basket lancée pour équiper les joueurs de la NBA que porte la star Karim Abdul-Jabbar. Les stars, voilà le nouveau terrain de jeu entre Adidas et Puma. Mais peu avant le mondial de foot 70, les deux marques pactisent. Elles ne signeront aucun partenariat avec la grande vedette du foot de l'époque, Pelé. Trop cher. Mais enfin, Armin est quand même tenté. Alors ils rompt le pacte avec Adidas et proposent un contrat aux joueurs sans prévenir personne. Les chiffres sont astronomiques pour l'époque. 25 000 $ pour la Coupe du Monde, 100 000 $ pour les 4 années suivantes. 2 ans après les JO, le Mexique accueille donc l'autre grande compétition sportive, la Coupe du Monde de football, le Mondial. Thierry Roland commente le match d'ouverture Mexique-URSS. Eh bien, la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix du président de la République du Mexique qui a donc déclaré ouverte cette 9e Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, elle est commencée depuis 2 minutes, très exactement maintenant au stade Aztec, entre l'équipe de l'Union soviétique et l'équipe du Mexique, follement encouragée par tout un peuple. Il y a 110 000 personnes qui assistent à ce match inaugural, 110 000 personnes qui vibrent et qui souhaitent de tout leur cœur, de toute leur âme, un succès du Mexique. L'ambiance ici est tout à fait extraordinaire, rien à voir avec les matchs de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une ambiance colorée, une ambiance vivante, chaleureuse, beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. Enfin, du vrai football comme on le pratique en Amérique du Sud. Si Adidas fournit les ballons de la compétition, Puma peut compter sur sa star mondiale, Pelé. Pour la première fois dans l'histoire, 700 millions de téléspectateurs vont pouvoir admirer les maillots en couleur. Grâce à la télé, en couleur. Les Brésiliens, en jaune et bleu, font forte impression dès le premier match. Pelé et Puma vont en profiter pour faire de la pub sauvage. Pour montrer ses chaussures le plus longtemps sur les écrans de télé, le Brésilien demande à chaque coup d'envoi quelques secondes à l'arbitre pour nouer ses lacets. Les caméras et la planète entière regardent alors les Pumas de Pelé. Le numéro 10 prend son temps, pied gauche, pied droit, en pensant à tous les dollars qu'il a planqués dans son coffre-fort lorsque Armin Dassler est venu les lui apporter au Brésil. Pari risqué mais gagnant pour Puma. Le Brésil se hisse en finale contre l'Italie. À quelques minutes de la fin, les Oriverde mènent 3-1. Jair Zino qui arrive, donne au milieu à Pelé. Pelé qui est près du but, qui donne à Carlos Alberto, tire but. Oh, magnifique! Carlos Alberto, le capitaine, l'arrière, qui remercie le bon Dieu, qui remercie les dieux du football. Sur une ouverture lumineuse de Pelé, il a vu Carlos Alberto. Nous vous avions dit tout à l'heure que Carlos Alberto tout seul, cela pouvait être dangereux et amener un but.
a même fait mieux, il l'a marqué lui-même ce but, sur une ouverture, je ne sais pas, lumineuse est un mot trop faible pour dire la façon de voir le jeu, la façon d'exprimer son football de Pelé. Pelé gagne sa seconde Coupe du Monde avec les chaussures de la marque. Puma, qui n'a pas la force de frappe et le chiffre d'affaires Adidas, poursuit alors cette stratégie publicitaire. Viser les stars comme représentants de la marque. En Europe, Puma signe un contrat avec le joueur le plus influent de l'histoire du football, sport qu'il a carrément réinventé avec son football total, Johan Cruyff. Un système de jeu qui fait l'admiration du monde entier, porté par l'équipe des Pays-Bas, composée de nombreux joueurs de l'Ajax d'Amsterdam, une équipe Adidas. Mais Cruyff, la star Puma, ne souhaite pas porter le maillot Adidas à 3 bandes. Logique. Le numéro 14 de légende fait donc le forcing et obtient finalement un maillot à 2 bandes. En finale, la bande de Cruyff, la Hollande, s'incline face à l'équipe allemande, fidèle à Adidas et à sa réputation de briseuse de rêves. Une fois de plus, sans talent réel, les Allemands battent une équipe de rêve, comme 20 ans auparavant en Suisse devant la Hongrie. Cette même année 74, Rudolf Dassler meurt et c'est son fils Armin qui reprend en main Puma. Pour rattraper Adidas, il se lance dans une production à grande échelle avec des produits moins chers. En France, son cousin Hortz se diversifie, prend le contrôle de la marque Le Coq Sportif grâce à l'affairiste français André Gelfi, connu sous le surnom de Dédé la Sardine, un homme qui fera parler de lui dans l'affaire Elf. Hortz lance également une marque de maillot de bain, Arena. Du côté d'Adidas, Allemagne, où ses parents Adolphe et Kate tiennent toujours l'entreprise, on raille ce projet de diversification. Vous avez perdu la tête ou quoi? La prochaine fois, fourguez donc des soutiens-gorge Adidas et des pyjamas. En réalité, il s'agit de pure jalousie, comme l'explique Horst Wigmann, ancien assistant d'Adolf Dassler, dans le documentaire Dassler contre Dassler, Adidas contre Puma. Horst Dassler avait beaucoup de succès en France. Et si je peux le dire comme ça, on était un peu envieux. On était un peu jaloux de sa réussite en France. On trouvait qu'il ne méritait pas autant de succès. Il y a eu des années où la concurrence entre Adidas Allemagne et Adidas France était même plus grande qu'entre Adidas Allemagne et Puma. Mais au milieu des années 70, Horst Dassler est bien plus qu'un chef d'entreprise en réussite. Il devient le grand marionnettiste du sport mondial en infiltrant toutes les fédérations. Aux 4 coins du globe, il a des lobbyistes qui viennent rencontrer les dirigeants, leur faire des cadeaux, des promesses et parfois leur laisser de petites enveloppes. Hortz, qui parle 5 langues, suit un adage. Tout est question de relations. Oh, il sait choyer les présidents de fédération, Hortz. Et pour cela, il a même racheté un restaurant en face de ses bureaux alsaciens. Ce restaurant, c'est l'auberge des Korksberg. 2 toques Goemio, 1 étoile Michelin, 90 000 bouteilles de vin. À cela s'ajoute, selon le profil de l'invité, des nuits en hôtel de luxe, des parties de chasse, cigares et visites de la cave pour une dégustation de grand cru. En quelques années, Hortz devient le soutien de nouveaux présidents. Il participe très activement à leur élection et tous lui sont redevables. Tiens, l'affairiste brésilien John Havelange à la présidence de la FIFA, c'est Hortz. L'Espagnol Juan Antonio Samaranch à la présidence du Comité international olympique, c'est Hortz. L'Italien Primo Neboglio à la présidence de la Fédération internationale d'athlétisme, c'est encore Hortz. Christian Jeannette, ancien responsable des relations internationales d'Adidas France, explique que tout cela est bien le résultat d'un intense travail de lobbying. Pour Horst Dassler, il fallait faire mieux que Puma. Puma n'avait pas de service qui pouvait s'opposer à nous, en fait. Donc nous étions partout. Toutes les réunions possibles et imaginables dans le monde. En 76, par exemple, moi j'ai fait 400 000 kilomètres. Nous allions partout où il y avait la possibilité de rencontrer un président de fédération, un président de comité olympique, un ministre. En pleine guerre froide, Adidas signe des contrats avec l'URSS, tous les pays du bloc de l'Est et la RDA. Grâce à son influence, Horst Dassler, véritable parrain du sport mondial, monte une société pour gérer les droits télé et marketing des grands événements sportifs, JO et Coupe du Monde.
Le 6 septembre 1978, le père fondateur Adolf Dassler meurt à l'âge de 77 ans. Il est enterré au cimetière d'Herzogenaurach, à l'extrême opposé de son frère Rudolf. Les voilà divisés jusque dans la mort. Leurs fils poursuivent donc leur lutte acharnée pour le leadership mondial. Mais leur rivalité les a aveuglés. Car deux marques ont émergé de l'autre côté de l'Atlantique, Nike et Reebok. Ces deux équipementiers engrangent des marques plus importantes en délocalisant la production en Asie du Sud-Est. Dans les années 80, la guerre marketing devient encore plus intense pour recruter des stars. Nike signe un gros coup avec Michael Jordan et le lancement de la Air Jordan. Après Pelé, c'est Puma qui parvient à signer Maradona. Quant à Adidas, la marque se diversifie et s'éloigne des terrains de sport en signant un contrat d'$1 million avec le groupe de hip-hop américain Run DMC. Mais année après année, Adidas et Puma perdent des parts de marché face à Nike et Reebok, sur le marché américain en plus, le plus important du monde. Horst Dassler s'éteint le 9 avril 1987 à l'âge de 51 ans. Après sa mort, ses enfants se déchirent avec leurs 4 sœurs et leurs tantes pour l'héritage de la société. Et finalement, la famille décide de vendre. Rome, 7 juillet 1990, veille de la finale de la Coupe du Monde. Une conférence de presse est organisée car un homme d'affaires français vient de racheter Adidas, partenaire de la Coupe du Monde. Il s'appelle Bernard Tapie, et c'est un coup de tonnerre dans le monde du business. D'ailleurs, il a du mal à cacher sa joie devant les caméras de télé lors de son annonce au théâtre du Forum Olimpico de Rome. J'avais 3 passions dans la vie et j'étais obligé de m'adresser à des secteurs d'activité différents pour y faire face. C'est le sport, c'est l'économie et c'est la politique. L'économie, bien sûr, puisque c'est une société commerciale. Le sport, parce qu'elle a des relations avec le monde entier, avec toutes les fédérations, avec chacun de ceux qui font de leur vie une vie sportive. Et enfin la politique, parce que je vois dans la prise de contrôle d'Adidas un symbole très important. Une compagnie française devient majoritaire d'une compagnie leader en Allemagne. Et Tapie fanfaronne. Tiens donc. Les chaussures sont Adidas, les arbitres sont Adidas, les ballons aussi. Et j'ai su que le sifflet de l'arbitre n'était pas Adidas. Ce qui est sûr, ce sera quand même Adidas qui gagnera demain. Le jour de la finale à Rome, l'hymne argentin est sifflé par le public romain. Maradona marmonde hijo de puta. Car il a compris que l'Italie allait lui faire payer la demi-finale, où il a éliminé la squadra azzurra avec la sélection argentine. Les Allemands gagnent la finale, 1-0. Maradona, qui porte des Pumas, la prend à ses dépens. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est Adidas qui gagne. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la rivalité Adidas-Puma. Notre invité François Thomazeau. Bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain, auteur donc de ce livre Histoire secrète du sport, publié en 2019 aux éditions de la Découverte. Alors, vous ne parlez pas que de cette affaire, hein, vous parlez de beaucoup d'affaires. C'est presque une mine pour affaires sensibles, on se reverra. Bien, parler de foot business, de sport freak, c'est presque un truisme, hein, on est en plein dedans, on le voit. Est-ce qu'on peut dire, à la lumière de ce récit, que ce foot business, il prend vraiment ses racines dans cette histoire-là, avec Adidas, et notamment, et en particulier avec Horst Dassler? Oui, c'est tout le sport business en réalité a été inventé, a été créé de toutes pièces par Horst Dassler. Il a, parce que vous avez évoqué avec beaucoup de talent et c'est très complet la rivalité avec Puma et cette rivalité pour des chaussures. Mais le business de Horst Dassler, à partir des années 70, il dépasse très largement le côté équipementier. Il va inventer ce qui nous paraît tout à fait naturel aujourd'hui, ce qu'on appelle le sport business, c'est-à-dire les droits dérivés, les droits télé, les droits de marketing, les droits de sponsoring, les partenariats. Un exemple, c'est qu'au début des années 80, il va aller voir les gens du Comité international olympique en leur proposant ce qu'il va appeler le programme TOP, The Olympic Program, TOP, qui existe toujours. Et c'est un programme où il va associer des entreprises qui n'ont rien à voir avec le sport
à l'image positive du sport et des Jeux Olympiques. C'est ainsi que Coca-Cola, les cartes de crédit, des marques de cartes de crédit, des marques, tout un tas d'énormes entreprises vont associer leur image au sport. Et c'est Horst Dassler qui a cette idée. Et vous imaginez donc que les profits, tout l'argent qui est généré par ce business qui n'a plus rien à voir avec des ventes de survêtements ou de chaussures. Donc il va créer ce qui va faire la fortune du sport pendant jusqu'à nos jours. On sait que quand il y a une représentation des Jeux Olympiques, une retransmission, l'essentiel des revenus olympiques ou de la Coupe du Monde vient des télévisions ou des sponsors. Et voilà. Et ce business, c'est Horst Dassler qui l'a créé ex nihilo. Et vous écrivez la genèse du sport business ressemble à un récit biblique. Que voulez-vous dire? C'est ça. C'est quand on a Adi Dassler, Rudi Dassler, c'est un peu Abel et Caïn. Abel et Caïn, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on est vraiment dans une rivalité qui va créer une fois de plus ex nihilo tout un monde qui n'existait pas et un monde qui aujourd'hui pèse 1000 milliards de dollars. Bien sûr. Alors, il y a l'histoire de cette ville coupée en deux. Ça, c'est quand même incroyable. Finalement, c'est une histoire de famille, de rivalité. Mais c'est ce qui a permis les nombreuses innovations dont nous profitons tous aujourd'hui, y compris les sportifs du dimanche. C'est la fameuse concurrence qui booste l'économie de marché. On est en plein dedans, là, également. Oui, alors de toute façon, il ne faut pas rêver. Le sport et la compétition par essence. On peut même estimer que le sport, qui est né à peu près à la même époque que la révolution industrielle et donc que le capitalisme triomphant, a longtemps été une sorte de philosophie qui justifiait qu'il y a des vainqueurs et des perdants. Je dis souvent qu'on parle toujours des vainqueurs dans le sport, mais si vous prenez par exemple le Tour de France, vous avez 150 coureurs au départ, il y a un seul vainqueur et donc 149 perdants. Donc les deux s'accompagnent, le capitalisme et sport sont étroitement liés et c'est cette histoire de compétition d'émulation est vraiment à l'essence même on parle souvent des valeurs positives du sport, des valeurs d'entraide, de travail d'équipe, d'effort, etc. Mais on parle assez peu de cette valeur numéro 1 du sport qui est la performance et c'est aussi la valeur de l'entreprise. Donc les deux étaient faits pour se rencontrer. On va rentrer dans le dur et dans le détail. Est-ce qu'on peut dire que Horst Dassler a quasiment bâti la FIFA, la Fédération internationale de football? Oui. Carrément. Vraiment, parce que à l'époque où il commence à s'intéresser à la politique sportive, c'est-à-dire à se dire, tiens, les fédérations ont un immense pouvoir dont elles n'ont pas conscience, puisque lui, Horst Dassler, avait compris ce que le sport pouvait rapporter comme argent et comme notoriété. Le sport était géré par des amateurs, c'était des bénévoles ou pas loin. La FIFA, au début des années 70, c'est une petite maison de maître sur les hauteurs de Zurich, et c'est une toute petite maison, une toute petite entreprise gérée par une poignée de personnes. Et lui va en faire vraiment un authentique business. À l'époque, la FIFA est encore gérée par les Anglais, enfin les fondateurs du jeu. Le président de la FIFA est un vieux Britannique qui s'appelait Stanley Roos. Et quand João Havelange, qui représente le Brésil, va se présenter contre Stanley Roos, c'est vraiment deux époques et deux mondes qui s'affrontent. C'est le monde émergent, le Brésil, de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est aussi le monde des affaires, parce que João Havelange, c'est pas un perdreau de l'année, c'est pas un amateur du tout, c'est un homme qui a fait beaucoup de business dans son pays au Brésil, qui a des relations assez troubles aussi avec le milieu crapuleux au Brésil, et quand il arrive, c'est un peu le loup qui va rentrer dans la bergerie FIFA, et il va rentrer dans la bergerie FIFA avec l'argent de Horst Dassler, qui, comme vous l'avez bien expliqué, va aller voir toutes les fédérations à travers le monde, et notamment dans les pays africains, notamment dans le bloc de l'Est, puisque chaque fédération a un vote le jour des élections. Si vous avez réussi avec des petits cadeaux, en fournissant des ballons, en fournissant des survêtements, si vous avez réussi à acheter des votes, vous avez le pouvoir. Et c'est comme ça que João Havelange a pris la place de Stanley Roos, et que le football est rentré dans une nouvelle ère. Et ça va très loin, parce que en vous écoutant, je réalisais que l'Allemagne a déjà organisé 2 Coupes du Monde, au moins 1 Euro, peut-être 2, et le prochain, ça va être encore en Allemagne. Est-ce que faut voir la patte d'Adidas derrière ce vote?
C'est absolument... Moscou, vous l'avez dit, c'était déjà la patte Adidas, parce que vous avez parlé d'André Gelfi, qui aidait la Sardine, avait des liens très très proches avec les milieux soviétiques. Et sur la Coupe du Monde de 2006, c'est pas un scoop. Il y a une enquête en cours, il y a eu des procès. C'est Adidas qui en 2006 qui a obtenu, avec les moyens habituels, c'est-à-dire en arrosant un petit peu les gens qui comptaient, qui a obtenu la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. C'était plus Horst Dassler, il était décédé, mais ses successeurs à la tête d'Adidas, pas tellement Bernard Tapie qui a pas senti même s'il a un petit peu aussi opéré là-dedans, mais qui a pas senti toute l'importance et qui avait peut-être pas les relations suffisantes pour peser sur la politique sportive. Mais Robert Louis Dreyfus, qui a succédé à Bernard Tapie, lui avait tout à fait conscience de ça et a été un peu le véritable héritier de Dassler à un moment donné. Et la Coupe du Monde 2006, elle a été gagnée comme à la Dassler. Oui, il m'a fait rater parce que l'Allemagne ne l'a pas gagné. Elle a été éliminée en demi-finale par l'Italie, qui a gagné. Ils l'ont quand même organisé. Ce qui compte, au niveau au niveau du business. Ouais, mais au niveau sportif, on sait que organiser une Coupe du Monde, ça a un petit avantage de jouer devant son public. Bref, Gaëtan Roussel, c'est un détail. On se retrouve dans 3 minutes avoir écouté Gaëtan Roussel. La photo. France Inter. Affaires sensibles. François Thomazeau, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous êtes l'auteur du livre Une histoire secrète du sport, publié en 2019 aux éditions La Découverte. Alors, l'influence d'Adidas est forte dans le milieu du foot, mais aussi dans le milieu olympique. Là, on parle beaucoup de foot, mais l'influence est, encore une fois, sur les deux terrains. Au bout du compte, ce qu'on peut dire dans la rivalité Puma-Adidas, qu'Adidas l'a emporté quand même. Oui, disons qu'Adidas a conçu, enfin en tout cas Horst Dassler, c'est dit, vous l'avez dit dans l'émission, sans le récit, c'est diversifié considérablement là où Puma est resté un petit peu fidèle à son cœur de métier. Et Puma continue à faire de la promotion autour des athlètes, que ce soit donc vous avez parlé de Maradona, Usain Bolt par la suite. Le Adidas a misé sur d'autres choses. Vous avez parlé de Run DMC, mais par exemple aujourd'hui Thomas Bach, qui est le président du CIO, est une création Adidas, c'est une création d'Horst Dassler. Il a été champion olympique du fleuret par équipe en 76. Il a été repéré très vite par Horst Dassler, qui a payé ses études de droit et qui a fait en sorte que Thomas Bach commence à travailler chez Adidas pour les relations avec les athlètes. Donc aujourd'hui, le président du CIO est une création Adidas. Et on a encore énormément de dirigeants sportifs qui sont le résultat de tout ce travail qu'avait fait Horst Dassler à l'époque pour occuper le terrain politique du sport. Donc forcément, quand vous occupez ce terrain politique, il va de soi que vous avez une influence qui va aussi, in fine, vous permettre de vendre des chaussures. Alors tiens, puisque vous parlez de chaussures, il y a une histoire de chaussures, justement, avec l'équipe de France de football, et cela se passe lors de la Coupe du Monde 1978 en Argentine. La France, pour son premier match, affronte l'Italie, et les joueurs français sont occupés à négocier leurs primes avec Adidas. Alors Michel Platini raconte cet épisode dans le documentaire Dassler contre Dassler, Adidas contre Puma. À l'époque, c'était que des chaussures noires et des bandes blanches. Mais on nous demandait de mettre de la peinture sur les bandes blanches avant chaque match, pour bien qu'on voit Adidas à la télévision. Puis ils nous donnaient, quand on arrive en équipe de France, 300 francs pour peindre les bandes en blanc. On n'allait pas loin avec les 300 francs, mais bon, c'était un principe comme ça. Et donc, quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est les anciens de chez nous, parce que j'étais jeune, je la ramenais pas à l'époque, on demandait qu'il y ait une augmentation. Et François Remeter, qui était le responsable d'Adidas, pendant 2 ans, nous a fait croire qu'on allait avoir une augmentation pour la Coupe du Monde. Donc, on a attendu. Et juste avant la Coupe du Monde, il a dit, ça y est, j'ai une augmentation. C'est 302 francs. Voilà, c'est 2 francs de plus. Donc, il nous a pris pour des abrutis. Donc, on n'a pas mis de peinture et puis on a ciré nos chaussures, mais on n'a pas fait de front. Voilà, c'est tout. On n'a pas peint ce jour-là les chaussures. Oh là là, malheureusement, on a perdu le match. Alors, c'est devenu un drame national. Qu'est-ce que vous en pensez, François Thomazeau ?
Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était encore de la petite bière, si j'ose dire. Et c'est vrai. Alors, il y a eu de nombreux procès par la suite pour corruption, hein, parce qu'on était toujours aux limites de la légalité. Mais dans ce domaine comme dans d'autres, le seuil de tolérance a évolué. Et c'est vrai qu'à l'époque, y compris dans ces affaires de droit sportif que gérait Horst Dassler au travers d'une société qui s'appelait ISL, il y a eu un procès en 2010, et personne n'a été condamné parce que la corruption était légale en Suisse en 2001 à la date des faits reprochés. Donc vous voyez que à cette époque-là, il y avait ces petits arrangements entre amis, ces petites enveloppes qu'on distribuait. C'était semi-légal, en tout cas toléré. Bon, il nous reste une minute, François Thomazeau. Juste une question. Finalement, au bout du compte, Nike et Reebok sont arrivés. Sacrée concurrence, hein. Adidas et Puma n'étaient plus seuls dans leur jardin. Non, ils ont compris. Nike a surtout compris comment délocaliser, hein, puisque le Nike a fait fabriquer ses chaussures en Asie, parfois à vil prix, parfois dans des conditions, on va dire discutables. Dont après ils ont fait amende honorable. Hein, mais Nike a repris le même système de fonctionnement, puisqu'à une époque, Sébastien Coe, qui est aujourd'hui le patron de l'athlétisme mondial, était une créature Nike. Hein. Les derniers championnats du monde d'athlétisme ont lieu à Eugene, qui est le siège social de Nike. Vous voyez que les vieilles méthodes fonctionnent toujours. Voilà, et ça nous prouve que nous sommes bien dans un monde marchand pour tout, y compris pour le foot, le sport et le foot bien sûr. Merci François Thomazeau, donc je renvoie les auditeurs de France Inter et d'Affaires Sensibles à la lecture de votre livre Histoire secrète du sport, publié en 2019 aux éditions La Découverte. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Adidas Puma.